Alors aujourd'hui, avec ma superbe voix cassée, nous allons revoir les tableaux de signes et les tableaux de variation. Donc normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà appris au collège. La plupart des choses qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être surtout collège, seconde, première, puisque normalement tout est maîtrisé pour aller en terminale. Mais quelques rappels ne font jamais de mal. Donc du coup, on commence par les polynômes de degré 1. Les polynômes de degré 1, c'est tout ce qui est de la forme y égale à x plus b. Par exemple, f de x égale 2x plus 2. Voilà. Pour faire ce tableau de signes, donc ce qui va nous intéresser principalement, c'est les tableaux de signes, puisque vous avez besoin de faire le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction. Donc c'est principalement les tableaux de signes qu'on va regarder ici. Je ferai peut-être une autre vidéo pour les tableaux de variation, mais pour le moment, c'est le plus urgent. Donc du coup, pour faire le tableau de signes de cette chose-là, vous êtes déjà censé déterminer quand est-ce que ça s'annule. Donc pour ça, il faut résoudre une simple équation, 2x plus 2 égale 0, qui fait 2x égale moins 2, et qui est équivalent du coup à x égale moins 1. Puisque là, vous voyez que je fais moins 2 de chaque côté, et ici, je fais diviser par 2 de chaque côté. Voilà. On peut éventuellement retenir la formule moins b sur a, puisque effectivement, je fais d'abord moins b et ensuite je divise par a. Donc en gros, ce qui me reste, c'est moins b divisé par a. Mais généralement, vous confondez avec le moins b sur 2a des polynômes de degré 2. C'est pour ça que je préfère vous faire résoudre l'équation très rapidement. Une fois que vous avez la valeur en laquelle la fonction s'annule, ça veut dire que votre fonction, elle s'annule quand x est égal à moins 1. Donc vous allez commencer par tracer votre tableau de signes. Donc là, il va y avoir deux cas possibles. Donc là, déjà, je vais tracer le tableau de signes de la fonction que je donne et après, je donnerai le cas général. Donc ici, f de x, l'ensemble des définitions, c'est R. Je place mon moins 1 et ici, en dessous, je mets un 0. Alors pourquoi, il y en a qui me disent, hein, pourquoi vous mettez un 0 barré? C'est pas un réseau barré, c'est pas... 1, 2, 3, c'est pas un 0 barré, c'est simplement que je veux délimiter deux cases, la case qui va de moins 1 à plus infini, ici, et la case qui va de moins l'infini à moins 1. Moi, c'est pour définir les cases. Vous n'êtes pas obligé de mettre la barre ici, même si je vous le conseille parce que ça vous délimite les parties que vous voulez étudier. Ça sous-entend que, potentiellement, ici, ça va changer de signe. Mais attention, c'est pas toujours le cas, ça change pas toujours de signe. Ne prenez pas l'habitude de dire que quand vous traversez un 0, ça change de signe, parce que c'est faux. Du coup, ici, il nous reste à remplir le tableau avec des plus et des moins. Et vous savez normalement que les polynômes de degré 1, ce sont des droites. Et ce sont des droites croissantes si A est positif. Et ce sont des droites décroissantes si A est négatif. Donc du coup, dans le cas où A est positif, c'est d'abord négatif, ensuite positif. Et dans le cas où A est négatif, c'est d'abord positif, ensuite négatif. C'est pour ça que généralement, on vous dit de mettre le signe de A à droite. D'accord? Parce que, vous voyez ici, A est positif et je vais forcément arriver dans les positifs à un moment puisque c'est croissant. Et ici, A est négatif et je vais forcément passer dans les négatifs à un moment. Donc ici, A c'est 2. Donc A est positif et donc le signe de A se met à droite. Le tableau de signes, c'est comme ceci. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, ce que je vais mettre en rouge, c'est que pour les polynômes de degré 1, si A est positif, bon, même on va faire plus simple encore, voilà. Je vais mettre mon moins B sur A quand même ici. Vous saurez que c'est le 0, enfin la solution de votre polynôme égale à 0. Voilà. Et ici, on va mettre signe de A et signe opposé à A. Voilà. Donc en fait, il suffit que vous ayez A et que vous puissiez résoudre l'équation pour avoir le tableau de signes du polynôme de degré 1. Donc la chose que j'ai dite et qu'il faut retenir dans presque tous les polynômes, pour ne pas dire tous, c'est que le signe de A se met toujours à droite. Mais lorsqu'on va parler des différents polynômes, vous allez voir que A, c'est pas toujours le chiffre qui est devant le X, voire même ça l'est pas. C'est-à-dire que dans les polynômes de degré 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, c'est toujours le chiffre qui est devant le x qui a le plus gros degré. Donc ici, pour le polynôme de degré 1, c'est x. Pour le polynôme de degré 2, c'est x2. Pour le polynôme de degré 3, c'est x3. Et donc, le chiffre qu'il y a devant x, x2, x3, eh ben, ce sera toujours le signe que vous mettrez le plus à droite. D'accord ? Après, attention, comme je l'ai dit, ça ne change pas forcément de signe quand vous rencontrez un 0. Et on va tout de suite le voir avec les polynômes de degré 2. Les polynômes de degré 2, c'est tout ce qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, là, le A, ça va être le chiffre qu'il y a devant mon x carré, et c'est le signe que nous allons devoir mettre le plus à droite possible. Donc du coup, dans ces cas-là, pour faire le tableau de signes de ce genre de choses, vous n'avez pas d'autre choix que de faire le fameux discriminant, le delta solution, le b carré moins 4ac, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous devez donc calculer delta égale b carré moins 4ac. Et vous avez trois possibilités, soit delta est négatif. Dans ce cas-là, le signe de votre polynôme, c'est juste le signe de A. Hop, signe de A. Voilà. Soit vous avez delta qui est égal à 0. Dans ce cas-là, vous avez une solution. Votre solution, c'est moins b sur 2a. Hop, et donc ici vous avez un 0, et c'est là en fait que y a entre guillemets un petit piège, c'est-à-dire que vos polynômes de degré 2, ce sont des paraboles, voyez. Donc du coup, selon si A est positif ou A est négatif, donc A est positif, ça rigole, A est négatif, ça rigole pas, et du coup, les deux branches sont tournées vers le haut, ou les deux branches sont tournées vers le bas. Ça veut dire que si ça coupe une seule fois l'axe des abscisses, les deux branches vont être du même côté au niveau du signe. Donc en fait, les deux cases, je vais mettre en rouge, sait-on jamais, les deux cases, c'est signe de A, signe de A. D'accord ? C'est une petite exception, entre guillemets, au fait que vous pensez toujours que quand on passe de l'autre côté, entre guillemets, du 0, ça change de signe. Eh bien, pas là. Et vous avez bien évidemment la troisième possibilité, qui est delta strictement positif. Et dans ce cas-là, vous avez votre x1 et votre x2, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Voilà, bon, je mets donc x1 et x2, plus ou moins racine de delta sur 2a. Et du coup, votre tableau, vous allez avoir x1 et x2. Alors, je mets x1 et x2 arbitrairement. Bien évidemment, si x1 est plus grand que x2, vous mettez x2 d'abord, hein, d'accord ? Ici, là, oups, je vais mettre comme ça. Ici, là, vous mettez bien les solutions dans l'ordre. Hein. Ne me mettez pas 1, moins 2, sous prétexte que quand vous avez calculé x1, bah, c'était... Voilà. Mais du coup, ici, j'ai mes deux solutions. Et ici, j'ai donc le signe de A à l'extérieur de mes zéros. Et... signe opposé à A, donc ça va être écrit petit, signe opposé à A. Pour remplir votre tableau de polynôme de degré 2, c'est comme ça. Et donc, bien évidemment, si vous admettez que votre dérivée, c'est un polynôme de degré 2, du coup, ici, vous n'aurez qu'une seule variation, une flèche qui monte ou une flèche qui descend, pardon. Ici, vous aurez donc deux variations. Et ici, vous aurez trois variations, une qui monte, une qui descend, une qui monte. Pour les polynômes de degré 3 ou plus, vous ne savez pas faire les tableaux de signes de ce genre de choses. La seule possibilité que vous pouvez avoir, c'est d'avoir une forme factorisée. Donc du coup, la forme factorisée, elle, vous permet du coup de pouvoir faire un tableau de variation en plusieurs étapes. Donc, qu'est-ce que j'appelle une forme factorisée? C'est un polynôme fois un autre polynôme. Donc, qui, quand vous le développez, donne un polynôme de degré bien supérieur à 3. Mais voilà, votre forme factorisée vous permet d'étudier des polynômes de plus petit degré et de pouvoir ainsi faire les tableaux de variation. De signes, pardon.
Donc du coup, en imaginant que vous ayez quelque chose du style x plus 3, hop, et 2x plus 2 de tout à l'heure, d'accord? Donc, on va faire un truc un petit peu plus, hop, comme ça. Voilà, là vous avez un polynôme de degré 3 quand vous développez. Donc si vous avez ce genre de choses, vous allez devoir, hop, tracer donc dans un premier temps la ligne des x, et ensuite vous allez devoir tracer une ligne pour chacune de vos parties, chacun de vos morceaux en fait de votre forme factorisée. Donc du coup vous allez faire un morceau pour x au carré plus 3, un morceau pour 2x plus 2. Du coup vous allez avoir entre guillemets le bilan, donc je mets bilan entre guillemets, mais bien évidemment ce sera soit votre f de x, soit votre f' de x, selon ce qu'on vous donne dans l'énoncé, en admettant que ceci soit une dérivée, voilà, ça peut éventuellement vous aiguiller. Donc vous pouvez tracer le tableau avant ou après, peu importe, dans tous les cas je vais faire les calculs moi par la suite. Hop, ici, en admettant qu'on ait un tableau de variation à faire après, j'ai fait un peu de place pour vous montrer ce que ça donne. Donc du coup, j'ai deux polynômes. Je vais devoir étudier séparément quand est-ce que ces deux polynômes s'annulent avec les deux méthodes que nous avons vues juste avant. Donc pour mon x carré plus 3, j'ai un polynôme de degré 2 avec a égale 1, b égale 0 puisque je n'ai pas de terme qui dépend de x, et c égale 3. Si je calcule delta égale b carré moins 4ac, si je calcule delta égale b carré moins 4ac, du coup j'ai 0 au carré moins 4 fois 1 fois 3, et j'ai donc moins 12 qui est négatif. J'ai un delta négatif, du coup mon tableau de signes, je vais avoir simplement le gros signe de A, d'accord, qui se trouve en plein milieu. Donc du coup, je mets un gros plus, puisque j'ai mon A qui est positif et mon delta qui est négatif. Et donc en deuxième, je vais faire le signe de 2x plus 2, donc je l'avais déjà fait, hein. 2x plus 2 égale 0, ça me donnait x égale moins 1, on l'a fait tout à l'heure. Donc du coup, je place mon moins 1, donc ici par exemple, et donc je trace ma case. Et donc ma case, moi je la trace jusqu'au bout, vous voyez, parce que comme ça me fait des cases. Donc du coup, première ligne, je mets plus et plus parce que du coup, ça me fait 2 cases. Mais pour la deuxième ligne, ici, je mets mon 0 et je recopie le tableau de signes que j'ai fait avant avec mon moins plus ici. Et ensuite, la case bilan, et bien simplement, je fais le bilan de ce qu'il y a au-dessus au niveau de ces deux polynômes. Donc, qu'est-ce que j'appelle le bilan? En fait, le bilan, c'est les règles de signes que vous avez apprises en quatrième, normalement. Peut-être, non, ouais, quatrième. Au niveau des multiplications de relatifs. Et vous me dites, mais c'est quoi le rapport avec les multiplications? Simplement parce que votre forme factorisée, ici, c'est la multiplication de deux polynômes. Ça veut dire que ici, je dois multiplier, entre guillemets, ces deux lignes-là pour avoir mon bilan. Ça veut dire que ici, je multiplie un positif et un négatif, ça va me donner un négatif. Et ici, je me multiplie un positif et un positif, ça va me donner un positif. Pourquoi c'est important de comprendre cette histoire de règle des signes avec la multiplication? C'est simplement parce que quand vous allez rencontrer une addition, vous ne pourrez pas faire ce genre de tableau de signes puisque le tableau de signes ne peut se faire qu'avec une règle des signes. Si jamais j'avais eu une addition ici entre les deux, j'aurais additionné un positif ou un négatif, et jusqu'à preuve du contraire, quand vous additionnez un positif ou un négatif, vous ne pouvez pas connaître le signe du résultat, à moins de connaître les nombres, les valeurs de ces termes à proprement parler. Voilà, donc en imaginant que ceci soit une dérivée, du coup j'aurai une flèche qui descend ici, une flèche qui monte ici, et j'aurai plus qu'à compléter ici avec les limites de plus et moins l'infini et l'image de moins 1. Voilà, donc la seule petite difficulté qui va s'ajouter à tout ce bazar, c'est quand il y a des valeurs interdites. Voilà, donc je vous ai remis un exemple. Donc là, j'ai repris très exactement ce qu'on avait au-dessus, d'accord? C'est votre x carré plus 3 multiplié par 2x2 que j'ai mis ici, là, que j'ai re-rempli. C'est exactement le même tableau qu'au-dessus, enfin qu'avant du moins. Et donc du coup ici, la seule difficulté c'est qu'ici vous avez donc un dénominateur
qui va vous amener par une étude de signes à découvrir une valeur interdite, puisque x égale 1 est une valeur interdite. Donc là, c'est pas le calcul du siècle, pardon. X moins 1 égale 0, x égale 1, bon, voilà. Donc ça veut dire que votre ensemble de définition, c'est R privé de 1, ou moins l'infini, 1, ouvert, union, 1 plus infini. Voilà, au choix. Et donc, ça veut surtout dire que vous allez avoir un 1 ici et une double barre qui, cette fois-ci, va dépasser sur votre tableau de variation. C'est la seule chose de votre tableau signe qui va vraiment dépasser sur votre tableau de variation. Et il vous reste à compléter la fin du tableau de signes et de variation. Donc ici, bon, je suis toujours sur la même lancée, hein, tout est positif pour le polynôme x au carré plus 3. Là, ici, je suis toujours du même côté, c'est juste que j'ai rajouté une case, donc du coup, c'est plus. Et après, il reste ici. Alors ici, c'est le dénominateur v au carré que vous allez avoir quand vous allez faire la dérivation d'un u sur v. Et du coup, ici, un carré étant toujours positif, vous n'aurez que ici vos plus à ajouter, d'accord? Ce qui en soi ne va pas vraiment changer ce que j'avais au-dessus au niveau des signes, mais ici, vous avez cette double barre qui va vous faire une asymptote verticale et qui va donc, entre guillemets, couper votre fonction en deux parties. Donc, j'ai d'abord mon bilan ici qui me donne plus fois plus, ça fait moins. Ensuite, ici, j'ai mon 0. Ici, j'ai mon plus, ça fait plus. Et ici, j'ai plus, qui fait plus. Ça veut dire qu'au niveau de mes flèches, je vais avoir déjà une flèche qui descend, une flèche qui monte, un peu comme tout à l'heure, sauf que ici, j'aurai une coupure et j'aurai une flèche qui remonte d'en bas, ici. La difficulté supplémentaire, c'est qu'il faudra du coup étudier la limite à droite et à gauche de votre polynôme pour pouvoir ici remplir la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1, qui semble être plus infini et moins l'infini, puisque ici je suis en haut et ici je suis en bas, d'accord? Et comme tout à l'heure, les limites en moins l'infini et plus infini est l'image de moins 1. Voilà. Donc au niveau des polynômes, c'est à peu près tout. On va voir deux autres petites choses avant que je vous lâche. Je vais essayer d'être rapide, promis, puisque la vidéo elle fait déjà, je sais pas, 15 minutes. Du coup, c'est tout ce qui concerne les exponentielles et les racines. Donc on va commencer par la racine carrée. La racine carrée, c'est une fonction que vous connaissez parce que vous savez normalement que la racine d'un négatif n'existe pas dans les réels. Je précise dans les réels, certains sauront pourquoi. Ce qui veut dire que l'image d'un réel par la racine, d'un réel positif, ce sera un positif. Donc tout ce qui est sous une racine sera positif sur son ensemble de définition. Donc c'est là où ça va coincer un petit peu, c'est au niveau de l'ensemble de définition. Par exemple, si je vous prends la racine de 4x plus 4, d'accord ? Pour avoir l'ensemble de définition de cette fonction, il faut que 4x plus 4 soit positif. Je dois résoudre cette inéquation. Je vous rappelle que pour résoudre une inéquation, il vous suffit de faire exactement comme vous faites pour l'équation, sauf que quand vous divisez ou multipliez par un négatif, ça change le sens de l'inégalité, et il en va de même pour l'inverse. Si vous inversez deux fractions, le sens de l'inégalité change. Du coup, ici, je fais comme je ferais une résolution classique. Ici, je soustrais par 4 des deux côtés. Et ensuite, je divise par 4 et je divise par un positif, pardon. Donc, je n'ai pas à changer mon inégalité. Hop, et ça veut dire que mon 4x plus 4 est strictement positif. Je peux même mettre positif ou nul, parce que vous voyez, pour la racine de 0, ça existe. La racine de 0, ça fait 0. Donc, ça peut être positif ou nul. Donc c'est pour x supérieur ou égal à moins 1. Si je traduis cette inégalité sous forme d'intervalle, c'est très exactement ce que je suis en train de faire avec mes secondes, ça me donne l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça veut dire que ma racine est définie sur moins 1 plus l'infini et que sur cet intervalle, la racine sera positive. D'accord ? Ça veut dire que en soi, pour le tableau de signes d'une racine, vous n'avez pas forcément à vous en faire plus que ça. À partir du moment où vous avez défini l'ensemble de définitions, forcément, ce sera positif sur son ensemble de définitions. Après, la seule petite difficulté, c'est que des fois, vous pouvez avoir ici, par exemple, moins 2,
fois racine de bidule, bidule, bidule. Un petit peu comme on avait fait les tableaux de signes pour les multiplications tout à l'heure. Quand vous multipliez par un négatif, et bien du coup ici ça deviendra forcément négatif puisqu'il s'agit d'une règle des signes. Vous multipliez un négatif avec quelque chose de toujours positif, ça fait négatif. Donc c'est la seule et unique difficulté pour la racine, mais il me semblait important quand même de vous rappeler que la racine est une fonction qui est tout de même étudiée en terminale, sait-on jamais. Alors, il nous reste l'exponentielle, mais ça va presque être ce qu'il y a de plus facile, d'accord? L'exponentielle est définie sur R. D'accord? Et bien évidemment, elle est toujours strictement positive. J'insiste sur le strictement. Sur son ensemble de définitions. Donc, le fait que l'exponentielle soit strictement positive, ce sera toujours le cas. Par contre, au niveau de l'ensemble des définitions de exponentielle de U, il faut étudier surtout l'ensemble des définitions de U. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, si vous avez exponentielle de, je sais pas moi, racine de x, tiens, on vient de l'avoir la racine, ça tombe bien. Par exemple, vous savez que racine est définie sur R+, d'accord? Pas R plus étoile, hein, R+. Et donc, ça veut dire que exponentielle de racine de x, a fortiori, sera donc aussi définie sur R+, puisque ce qu'il y a à l'intérieur n'est défini que sur R+. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'ensemble de définitions, il faut quand même faire attention à l'ensemble de définitions qu'il y a au-dessus. Par contre, exponentielle de racine de x est positive sur son ensemble de définitions. Strictement même. Sur son ensemble de définitions, on va mettre df. Donc, au niveau de l'exponentielle, si vous avez exponentielle de n'importe quoi, c'est positif. C'est-à-dire que vous n'avez presque pas à réfléchir. Vous aurez forcément une ligne où vous aurez un plus et c'est tout. D'accord? Alors, il existe quelques petites variantes dans le sens où on vous donne presque jamais une exponentielle couplée à rien du tout. D'accord? Donc, première possibilité, on vous met par exemple l'exponentielle de x carré moins 3x plus 2, on s'en fout, plus 14. Vous voyez que là, ça c'est en puissance, et le plus 14, il est à côté, d'accord? Vous vous dites, ah ouais mince, mais là j'ai le plus 14 à côté, je fais comment? Ah bah c'est simple. Ici, donc l'exponentielle, elle est définie sur R, puisque mon polynôme est défini sur R. Cette exponentielle-là est toujours strictement positive, donc du coup, quand j'ai quelque chose de strictement positif qui est additionné avec un positif, eh ben c'est strictement positif également. Donc vous n'aurez pas vraiment de piège, d'accord? Quand vous avez une somme, c'est généralement que vous additionnez avec un positif et que du coup, ça ne va pas influencer votre expo. Donc là, je mets positif plus positif égale positif. D'accord? Vous me dites, ah bah ouais, mais souvent, c'est pas plus quelque chose, c'est moins quelque chose. Et moi, je vous dis oui. Mais sans le logarithme népérien, vous ne pourrez pas résoudre ce genre de choses. Si par exemple, ici, j'avais eu moins 14, vous pouvez résoudre à la main, mais il vous faut un outil qu'on appelle le logarithme népérien et que nous n'avons pas encore revu. D'accord? Pour ceux qui se poseraient la question pour le logarithme népérien, il suffit en réalité de le résoudre et d'utiliser le logarithme népérien comme on utiliserait la racine pour enlever un carré. Là, on utilise le logarithme népérien pour enlever l'exponentielle et ensuite on résout. Mais c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Je ferai un autre point quand on aura vu le logarithme népérien. Du coup, deuxième possibilité, on multiplie par un chiffre. Par exemple, si j'ai moins 2 exponentielle de 4x plus 1. Voilà, donc ce genre de choses, pareil, une petite règle des signes, c'est un négatif, donc moins 2, fois un positif, qui est l'exponentielle. Donc ça vous donne quelque chose de négatif. Donc pareil, vous pouvez faire un tableau de signes en faisant une ligne pour le moins 2, une ligne pour l'expo, mais en vrai, voilà, c'est pas très utile. Et ce qui arrive souvent avec vos exponentielles,
c'est que vous ayez, par exemple, je ne sais pas, votre 2x plus 2, là, vous vous rappelez qu'on a fait le tableau de signes tout à l'heure, là, exponentielle de 4x plus 1. Voilà. À la fin de votre... donc, techniquement, ceci, c'est ce que vous obtenez en dérivée lorsque vous avez à faire un u fois v. Je vous rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et une fois que vous avez factorisé votre résultat par l'exponentielle, qui est restée la même puisque vous ne touchez jamais à l'exposant, n'est-ce pas? Une fois que vous avez ça, vous avez simplement besoin, comme tout à l'heure, de faire une ligne de tableau pour le 2x plus 2, une ligne de tableau pour l'exponentielle, qui est un plus, simplement. Et du coup, vous aurez le tableau de signes de votre résultat. Je peux le faire rapidement, mais je ne vais pas le filmer, parce qu'on s'ennuie. Voilà, donc ici, j'ai fait ma ligne pour mon 2x plus 2. J'ai ma ligne d'exponentielle qui a du coup que des plus. Mon bilan, moins par plus, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. Donc, j'ai donc une flèche qui descend, une flèche qui monte. J'ai une limite ici en moins l'infini qui fait 0, puisque ici, ça fait moins l'infini. Ici, ça fait exponentielle de moins l'infini, entre gros guillemets, ce qui fait 0. L'exponentielle gagne, entre guillemets, par ma propriété des croissances comparées. Donc, par croissance comparée, ça fait 0. Et ici, en plus l'infini, c'est plus infini fois plus infini, ça fait plus infini. Bon, pas de souci. Et ici, je n'ai qu'à calculer mon f de moins 1, mais voyez ici, je vous ai donné que f', d'accord? J'ai admis que ça, c'était f' de x, donc je devais faire le tableau de signes. Mais du coup, je n'ai pas f, donc je n'ai pas pu remplacer mon f de moins 1, je l'ai juste laissé comme ça, f de moins 1, ce qui vous prouve que vous ne devez absolument pas remplacer dans le f', vous devez remplacer dans le f. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes dans la ligne des f, c'est comme les tableaux en probabilité, vous regardez... voilà, la bonne ligne, la bonne colonne. Donc, une fois que vous avez ce genre de choses, on vous demande généralement de faire un TVI. Et donc, en fait, ici, déjà, puisque la limite ici, c'est 0, on peut supposer, là, ici, que mon f de moins 1, il est négatif. Et du coup, suite à ça, généralement, on vous pose la question, on vous dit... montrer que f de x égale 0 a une unique solution sur son ensemble de définitions. Et du coup, c'est là que vous faites le fameux TVI. Donc, le TVI, je vais en faire un très très rapidement en dessous pour vous faire un exemple. Mais c'est toujours la même chose. C'est vraiment une démonstration à apprendre. Et je ne comprends parfois pas comment ça peut vous poser problème, puisqu'en fait, il n'y a que des phrases, des phrases toutes prêtes, où vous devez juste compléter par ce qu'il vous faut. Vous commencez par f continue, car, et puis vous mettez la justification. Ici, en l'occurrence, puisque dans ma dérivée, j'ai des exponentielles, je suppose que c'est par opération sur les fonctions usuelles. Sur fonction, donc je fais au raccourci, usuel, voilà. Donc généralement, quand vous avez de l'expo ou de la racine, c'est toujours comme ça. La deuxième chose que vous devez dire, c'est vous devez calculer les images. Ici, pourquoi ça coupe qu'une seule fois 0? C'est parce que ici, ça va de 0 à quelque chose de négatif, et ici, ça va de quelque chose de négatif à plus l'infini, donc ici, ça passe une seule fois par 0, d'accord? Donc vous pouvez marquer f de moins 1 égale votre truc qui est négatif, d'accord? Je me mets là, hop, négatif. Et la limite de f quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, d'accord? Donc en admettant que ici ce soit un alpha, voilà, pour que je puisse le réutiliser après. Vous dites que 0, il est compris dans alpha plus infini. D'accord? C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous dites que 0, il est bien compris entre ça et ça. D'accord? Donc entre 0 et plus infini. Et dernière chose pour avoir l'unicité de la solution, c'est que ici c'est strictement croissant. Si vous n'aviez pas su ici combien de variations vous aviez, bon, ça aurait pu monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre et couper, je sais pas moi, 5 ou 6 fois votre axe des abscisses et donc avoir 5 ou 6 fois 0. Or là, il n'y a qu'une seule flèche qui monte et vous avez pas, ça ne redescend pas, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc f strictement croissante sur
moins 1 plus infini. Si vous voulez, ici, vous pouvez mettre que 0, il n'appartient pas à alpha 0. Vous voyez, c'est ici, là. D'accord? Ici, bah, c'est entre votre alpha et votre 0 ouvert, parce que c'est une limite. Enfin, 0 moins, même si vous voulez mettre, voilà. Du coup, 0, il n'appartient pas à cet intervalle-là, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de solution sur l'intervalle, entre guillemets, de gauche. Et donc, vous énoncez le théorème par la suite. Pour terminer, vous mettez d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Je précise que vous devez bien évidemment le mettre en toutes lettres quand vous le mettez sur vos copies, dans vos copies. Il existe une unique solution à f de x égale 0 sur R. Ensuite, vous trouvez cette solution grâce à la calculatrice, la manipulation que je vous ai montrée, etc. etc. Pour les tableaux de signes, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez normalement tout ce qu'il vous faut pour faire le tableau de signes d'une dérivée une fois que vous l'avez. Et tout le reste, ce n'est que de l'apprentissage. Avec tout ce qu'il y a sur le Padlet, les contrôles, les corrigés qu'il y a, je pense que normalement vous êtes parés pour ce fameux DST de la rentrée. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions.